Joe Biden n'apporte pas des faux espoirs aux Africains. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique. Que faudrait-il pas donner le plein pouvoir au président parce que c'est le président qui défend sa vision? En fait, le président, la politique de l'État est menée par le gouvernement. Et si on a des gouvernements qui tombent à tout moment, cela peut avoir de l'influence ou à causer un certain retard. Au Sénégal, au Tchad et sans compter d'autres pays dont la France ne fait plus partie. Comme ça, parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée. C'est nécessairement rallonger son mandat au pouvoir. Le problème, est-ce que Tshisekedi a dit ce qu'il va changer dans la Constitution? De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous allons parler d'une thématique très importante, le respect des principes et des accords. La visite de Joe Biden, surprise en Angola, par rapport au projet de chemin de fer de Lobito, de la démission de Michel Barnier, une motion de censure au niveau de l'Assemblée française, de ce coup d'éclat de la justice belge qui donne raison à des victimes congolaises issues de la colonisation. Lorsqu'on doit changer une constitution en RDC, cela rime nécessairement avec l'allongement du mandat de l'actuel président Félix Tshisekedi. Pour en parler, nous allons aller dans l'État du Missouri pour rencontrer Maître Freddy Toumba Nyangwile, avec qui nous allons échanger. Maître Freddy, nous vous saluons. Je vous salue, M. Katende. Et c'est là aussi nous surprend à quelques jours de son départ, plus précisément au mois de janvier, le président Joe Biden vient de signer des accords avec l'Angola, avec l'entremise d'autres pays dans lesquels pour faire évacuer les matières premières des pays dont traversera le chemin de fer de Lobito jusqu'à l'océan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre analyse sur cette situation? Est-ce que les États-Unis et le président Biden ne viennent-ils pas en retard? Merci pour la question. Je pense que ils ne viennent pas, le président, tout comme les États-Unis ne viennent pas en retard. Parce que si je comprends bien votre question, vous l'orientez plus vers cette situation disant que le président, il est sortant parce qu'il y a un autre président qui est élu et l'on attend que l'investiture du nouveau président pour que ce dernier cède le bâton de commandement. Bon, cela est à marier avec le principe de la continuité de l'État. En fait, l'État ne s'arrête pas. Les hommes passent, mais les institutions demeurent. Le président de la République, c'est toute une institution, vous comprenez? Alors, il ne doit pas s'empêcher d'agir parce qu'il continue à être président, pleinement président, jusqu'à l'investiture. C'est comme cela que le système est fait ici aux États-Unis. En fait, il y a des États s'organisent en leur manière. Il y a des États où lorsque un président est fait un mandat et qu'un autre est élu, l'autre ne peut pas agir. Tout dépend de la manière dont les choses sont organisées. Mais pour les Américains, on sait qu'une fois le président élu, il y a la date du 20 janvier où le nouveau président entre en fonction. Mais s'il n'est pas encore entré en fonction, le président qui est là, il continue à agir pleinement et à poser des actes, tous les actes qui sont de sa compétence. Par rapport au corridor de Lobito qui a fait, je crois, une sorte de rencontre, si pas un sommet au niveau de l'Angola, je crois que c'était hier, avec le président Biden qui s'est retrouvé en visite d'État en Angola. Et cela aussi a nécessité l'invitation d'autres présidents, comme le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, le président Ashlema de la Zambie, le président Joao Lorenzo, qui est même qui est l'hôte, et puis le vice-président tanzanien.
En fait, cela n'est pas un accord qu'on est en train de signer maintenant, c'est plutôt l'aboutissement de la procédure qui avait été initiée pour l'évacuation des matières premières. Donc, en fait, le corridor de Lobito n'est pas nouveau, c'est un corridor qui a toujours existé depuis longtemps et ça permettait à la RDC d'évacuer aussi ces marchandises par cette voie-là, bien que nous avons aussi une voie interne d'évacuation par notre port de Matadi. Mais ce que nous devrons noter, c'est que le port de Matadi n'étant pas un port en eau profonde, contrairement au port de Lobito, et aussi par rapport à la trajectoire qui semble être beaucoup plus longue. La guerre en Angola, il y avait le port de Lobito qui permettait aussi d'évacuer parce qu'il y a un port en eau profonde. Mais ce qui s'est passé, c'est du fait de la guerre, les infrastructures avaient été détruites. Donc, on est tout simplement revenu à cette voie-là d'évacuation pour permettre et à la Zambie, qui est un pays enclavé, et à la République démocratique du Congo, qui jusque-là ne dispose pas encore d'un port en eau profonde, mais le port en eau profonde est en pleine construction. C'est comme cela que les Américains ont estimé qu'il faille réhabiliter ces corridors pour évacuer les marchandises, ça c'est d'une part, mais d'autre part aussi c'est une voie pour relier l'Est et l'Ouest de l'Afrique à travers l'océan Atlantique et l'océan Indien. C'est pour cela que cela a nécessité la présence du vice-président tanzanien, parce que de Lobito, les Américains pensent qu'il faille, au lieu de contourner, vous comprenez, de contourner l'Afrique par l'Afrique du Sud, on peut à partir de l'Afrique centrale passer de l'Ouest vers l'Est et vice-versa. Donc il y a deux pays principaux, la RDC et la Zambie, qui détiennent les matières premières essentielles, les matières qui sont importantes pour les énergies renouvelables, à savoir les cuivres et le cobalt. Et entre au sommet de ces deux, aux extrémités de ces deux pays, il y a l'Angola qui n'a pas vraiment ces matières, mais qui a au moins le contact avec la Méditerranée, et aussi la Tanzanie avec le port de Dar es Salaam. De Dar es Salaam, on veut créer ces corridors-là pour passer de l'Est vers l'Ouest sans qu'il soit nécessaire d'aller vers l'Afrique du Sud pour faire ces longs contours. Donc, si je puis me résumer, par rapport au régime du président Biden, ce n'est pas qu'il n'est pas interdit, il est pleinement président et rien ne lui interdit de poser des actes. Et par rapport au corridor de Lobito, nous pensons que ce n'est pas un accord qui est signé maintenant, c'est plutôt l'aboutissement, et cela fera partie peut-être, comment dirais-je, de l'héritage de Joe Biden d'avoir facilité cela, et aussi c'est important face à la concurrence chinoise en Afrique, parce que les Chinois ou la Chine semblent prendre un peu plus de l'avance par rapport aux matières premières africaines, et les Américains ont constaté qu'ils ne peuvent pas rester en marge de la situation. Ils ont voulu aussi être présents, et voilà la raison d'être des présidents américains qui voulaient laisser un héritage aux Américains, de dire qu'il a au moins facilité la voie pour les États-Unis d'obtenir les matières premières dont ils ont besoin pour leur industrie. Nous allons suivre cet élément pour un peu avoir une idée de ce qu'a été le séjour de Joe Biden en Angola dans le cadre du sommet sur le corridor de Lobito. À 500 km au sud de Luanda, le président des États-Unis avait décidé d'y consacrer le deuxième et dernier jour de son voyage en Angola. En présence des chefs d'État de la région, il a pu donc y promouvoir son grand projet, le couloir de Lobito. Quand j'ai lancé ce projet avec nos partenaires du G7 l'année dernière, j'ai dit que notre objectif était de construire un meilleur futur. Et mes amis, le futur est là, c'est maintenant. Ce que j'ai vu aujourd'hui, des rails qui vont former le premier chemin de fer intercontinental africain. Longue de 1300 km, la ligne de chemin de fer qui relie Lobito à la République démocratique du Congo et à la Zambie devrait permettre de faciliter et accélérer les exportations de minerais et de produits agricoles. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique
et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Selon Joe Biden, les États-Unis ont déjà investi 4 milliards de dollars sur ce projet et avant de rentrer à Washington, il a annoncé 600 millions d'investissements supplémentaires. Joe Biden a terminé à Lobito son premier voyage officiel en Afrique à quelques semaines de la fin de son mandat. Joe Biden n'apporte pas des faux espoirs aux Africains, notamment en l'Angola, en la RDC, ainsi de suite, parce que Donald Trump, le connaissant, il peut tout signer et tout changer comme il vient de le faire en menaçant la Chine, le Canada et d'autres pays. Est-ce que ce n'est pas une crainte qu'il vient en retard et que son successeur change les choses directement? Merci pour la question. Vous savez que ce soit Joe Biden comme Donald Trump, tous ce sont des présidents américains. Donc l'un succède à l'autre et dans les relations internationales, il est des principes qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. Là, il faut dissocier la tête du président ou des différents présidents par rapport aux intérêts des États-Unis. Parce que quand on parle des énergies renouvelables, aucun pays développé ou aucun pays qui est développé ne peut perdre son élan. Et vous savez ce que veut dire le développement, veut dire tout simplement les matières premières. On a besoin de ces industries, de ces matières pour les énergies renouvelables, pour les questions liées à l'industrie, à l'environnement, ainsi de suite. Donc, je ne vois pas Donald Trump prendre une autre voie. Il va hériter de ce que Biden a fait. Et ça, cela n'a rien à voir avec un président. Cela a beaucoup plus, rencontre plus les intérêts américains, parce que même Donald Trump a intérêt que l'industrie américaine puisse tourner. Et si vous voulez faire tourner à bien l'industrie des États-Unis, vous avez besoin de matières premières, et ces matières premières, on les retrouve en Afrique. Par contre, et je pense que Biden aurait fait un travail louable et que Donald Trump pourra hériter pour mieux gérer les affaires au niveau des États-Unis. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes dans la ville de Saint-Louis, dans l'État de Missouri, où nous recevons pour vous Maître Freddy Toumba Nyangwile. Nous sommes en connexion entre l'État du Texas et l'État du Missouri, où nous parlons de l'actualité internationale. Passons à la France, un séisme politique. Michel Barnier, le Premier ministre qui était difficilement placé à la tête du gouvernement français, a déposé sa démission et le président Macron a accepté. Maître Freddy Toumba Nyangwile, comment expliquez-vous cette situation? Est-ce que pouvons-nous dire que la France est arrivée à un moment où elle est ingouvernable sur le plan des visions politiques? Nous pensons que ce n'est pas une conclusion à laquelle on peut activement aboutir. Tout est fonction du régime politique qui est d'application dans un État. Pour rappel, en droit constitutionnel, on connaît principalement trois sortes de régimes. Il y a le régime parlementaire avec la primauté du Parlement.
sur le gouvernement. Et il y a les régimes présidentiels où il y a la primauté de l'institution président de la République et où il y a aussi l'institution, et il y a aussi les régimes semi-présidentiels. Les régimes semi-présidentiels, c'est le régime français. Et c'est un régime mixte parce qu'il emprunte certains éléments dans le régime présidentiel et aussi dans le régime parlementaire. Alors, la spécialité de ces régimes consiste dans le fait que le président de la République est élu au suffrage universel direct, donc avec... en fait, qu'est-ce que je peux dire? Je dis ceci, c'est un régime qui est caractérisé par un pouvoir exécutif qui est bicéphale, c'est-à-dire il y a le président de la République élu au suffrage universel et il y a le gouvernement qui est ici du Parlement et dirigé par un Premier ministre. Alors, en fait, le président de la République est obligé de nommer le Premier ministre qui lui est proposé par la majorité parlementaire. Et comme vous le savez, avec la complexité politique et des États, il est difficile pour les États maintenant ou au niveau d'un parti de réunir une majorité pour dégager un Premier ministre au sein d'un seul parti politique. D'où l'idée de coalition, les partis doivent se mettre ensemble pour dégager un Premier ministre. Et si le Premier ministre est dégagé, on le soumet à l'appréciation du président qui, s'il ne trouve pas d'inconvénient, finit par le nommer. Et comme c'est un Premier ministre qui dépend évidemment du Parlement, parce que dès là qu'il sort, et c'est là qu'il défend même son programme pour être investi, il peut arriver que pour une raison ou une autre, le Parlement qui lui a donné les cutus puisse lui retirer cette confiance. Et le président de la République n'a rien d'autre à faire lorsque la confiance est retirée au Premier ministre. Il n'y a pas une autre voie. Donc le Parlement ne peut pas, en les démettant lorsqu'une motion est votée contre le Premier ministre, donc le gouvernement tombe. Et la conséquence, c'est que le Premier ministre, pour que le gouvernement tombe sur le plan formel, doit déposer sa démission au président de la République. Donc en fait, le problème, ce n'est pas les problèmes particuliers à la France, c'est un problème du régime politique qui est d'application au niveau de la France. Et nous pensons que ces régimes commencent à présenter ses limites. Vous savez que la République démocratique du Congo a aussi un régime apparemment similaire à celui de la France, dans le régime des semi-présidentiels. Et vous avez vu combien il était difficile d'avoir un gouvernement en République démocratique du Congo. Nous avons eu un président élu au mois de décembre, investi au mois de janvier, mais nous n'avons eu un gouvernement qu'au mois de juin. Et pendant tout ce temps, est-ce qu'on ne travaille pas? Si on travaille, il y a des complexités. D'où ma question, maître, sans vous interrompre, est-ce que faudrait-il pas donner le plein pouvoir au président parce que c'est le président qui défend sa vision de la promesse électorale? Maître Fredine Touba, est-ce qu'on ne doit pas donner le plein pouvoir à l'institution présidence de la République? Non, pas forcément. Il y a des régimes qui donnent le plein pouvoir au président de la République. Ça, c'est les régimes présidentiels, comme aux États-Unis. Vous voyez, c'est un régime présidentiel où le président a le plein pouvoir. Voilà pourquoi même aux États-Unis, on parle plus de l'administration liée au président. On a parlé de l'administration Biden, nous allons parler à partir de 2025 de l'administration Trump. Parce que c'est un régime où le président a le plein pouvoir. Vous comprenez? La France est dans un régime semi-présidentiel qui met en corrélation et les régimes parlementaires et les régimes présidentiels. S'il faille donc, peut-être comme vous le suggérez, ce serait à la France de revoir son régime ou de l'adapter au mieux. Vous comprenez? Soit d'aller vers les régimes présidentiels, il n'est pas exclu. La France peut basculer vers le régime présidentiel si les Français le veulent et l'acceptent, parce que tout est question de la volonté du peuple. Mais si, tant qu'il demeurerait dans les régimes semi-présidentiels qui met en relation et les régimes parlementaires et les régimes présidentiels, parce qu'il y a bicéphalisme au niveau de l'exécutif avec un président de la République élu au suffrage universel direct et un Premier ministre qui est issu du Parlement. Donc nous allons toujours continuer à nous attendre à cela. Sauf ça peut marcher aisément que si la majorité peut être dégagée au sein d'un seul parti politique. Vous comprenez? Vous avez une majorité au niveau du Parlement et en ce moment, le Premier ministre en sort, il est sécurisé. Mais lorsqu'il faut faire des coalitions, ça devient une sorte de mosaïque. Vous
comprenez, dans cette majorité qui dégage. Et une fois qu'une partie est frustrée, un parti plutôt est frustré dans la coalition, peut initier et influencer les députés à voter. Et le risque, c'est qu'on aura un exécutif qui sera toujours un peu malade, comme dans un régime semi-présidentiel. C'est le président qui... En fait, le président, la politique de l'État est menée par le gouvernement. Et si on a des gouvernements qui tombent à tout moment, cela peut avoir de l'influence ou à causer un certain retard par rapport à la, comment dirais-je, par rapport au programme du président de la République. Le programme sur base duquel le président de la République a été élu, parce que ce programme doit être piloté par le gouvernement. Et chaque fois que le gouvernement tombe, il y a une perte de temps. Nous allons aller à la régie, suivre un élément sur la situation en France, cette complexité à pouvoir avoir une même vision politique, et cela a causé le départ de Michel Barnier de son poste de Premier ministre. Nous revenons après. Je crois que nous sommes parvenus désormais à un moment de vérité qui met chacun devant ses responsabilités. C'est maintenant à vous, députés, parlementaires de la nation, de décider si notre pays se dote de textes financiers responsables, indispensables et utiles à nos concitoyens, ou alors si nous entrons en territoire inconnu. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa version résultant des travaux de la commission mixte paritaire et modifiée par les amendements rédactionnels et de coordination déposés. Vous me permettrez enfin, pour terminer, de vous dire plus personnellement à cet instant que je ressens comme un honneur d'avoir été depuis 3 mois et d'être encore le Premier ministre des Français, de tous les Français. Et au moment où cette mission se terminera, peut-être bientôt, je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Nous venons de suivre cet élément. Est-ce que la solution ne serait peut-être pas la démission d'Emmanuel Macron de son poste de président de la République française? Non, là n'est pas une solution. Sinon, ça va nous plonger encore dans une crise. Vous savez, si le président arrivait à démissionner, vous comprenez? En fait, le problème, ce n'est pas au niveau du président. Le président, il est là, il a été élu, il assume. Mais c'est les bras dont il a besoin. Son bras, c'est qu'il y ait le gouvernement qui pose problème. Et le président ne peut pas remplacer, parce que la Constitution n'a pas organisé les choses comme cela. Le président a besoin d'un gouvernement qui doit mettre en mouvement les programmes sur base desquels lui, le président, a été élu. Donc, demander au président de démissionner n'entretient pas le problème. Ça plonge le pays dans une crise encore beaucoup plus profonde que lorsqu'un Premier ministre tombe. Parce que si le Premier ministre tombe, au moins le pays à son président qui a tête, qui continue à coordonner les choses. Mais lorsque le président démissionne, c'est une décision très grave, parce que vous vous retrouvez en ce moment-là avec un État qui n'a pas de président, bien qu'il est organisé toujours dans la Constitution, quelqu'un qui, lorsque le président démissionne ou lorsque le président est dans une situation d'empêchement, dit soit à une incapacité, à la mort, tout ce qui peut arriver, décès et tout, il y a quelqu'un qui peut remplacer, mais cette personne ne peut remplacer que pour un temps très limité et aller vite à l'organisation des élections pour qu'un nouveau président puisse venir. Vous voyez, c'est une décision qui est trop grave. La conséquence est beaucoup plus grave que lorsque un gouvernement tombe, que lorsque le président de la République démissionne. Donc, la conséquence pourrait être encore beaucoup plus grave. Mais le problème, c'est de penser au niveau de la politique. Donc, les politiciens doivent comprendre que
le président de la République a été élu sur base d'un programme, et pour que c'est un programme pour lequel le peuple l'a voté pour, comment dirais-je, gérer la nation. Alors on a besoin d'avoir un gouvernement qui est beaucoup plus stable pour que le peuple se retrouve. Parce que dans une situation pareille, ce ne sont pas les politiciens qui souffrent. Ils ont droit à leurs avantages, émoluments, tout ce que vous voulez, mais c'est plutôt le peuple qui en pâtit, parce que l'instrument qui doit exécuter les missions de l'État est en panne ou a des petits soucis, et le peuple en ce moment en pâtit. Vous voyez, bien qu'à certains égards, après l'administration peut faire quand même le travail du gouvernement, mais il ne le fera pas. L'administration reste une administration. Pour que l'administration agisse, il faut vraiment qu'il y ait un gouvernement, qui ait des ministres qui donnent cette impulsion à travers l'administration. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes dans la ville de Saint-Louis, dans l'état de Missouri, où nous recevons pour vous Maître Freddy Toumba Nyangwile. Nous sommes en connexion entre l'État du Texas et l'État du Missouri, où nous parlons de l'actualité internationale. Dakar, est-ce que vous êtes favorable à cette présence militaire française dans votre pays? Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir? Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça, et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. Les chefs de la diplomatie française et tchadienne ensemble à Adré. Dans cette ville de l'Est du Tchad, Jean-Noël Barrot visite les camps accueillant des réfugiés venus du Soudan tout proche. Avec son homologue Abderrahmane Koulamala, le ton est cordial. Mais quelques heures plus tard, N'Djamena annonce rompre l'accord de coopération de défense avec la France. Une décision historique selon elle. Après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Dans son communiqué, la diplomatie tchadienne assure qu'elle respectera les modalités prévues pour la résiliation de l'accord, sans pour autant préciser la date d'un éventuel retrait de l'armée française. Contacté par l'AFP, Abderrahmane Koulamala l'assure, il ne cherche pas la rupture avec Paris. Le Tchad abrite environ 1 millier de militaires français, notamment dans la base de N'Djamena. Leur rôle, contribuer à la lutte contre les groupes djihadistes et les rebelles. Un départ du Tchad constituerait un nouveau revers pour la France, déjà forcée ces dernières années de se retirer du Mali, du Burkina Faso et du Niger.
comment des pays tels que le Sénégal et le Tchad peuvent rompre une coopération militaire dans laquelle des ententes étaient que des bases françaises devaient être au Sénégal, au Tchad et sans compter d'autres pays dont la France ne fait plus partie? Bon, à notre avis, nous pensons que ce sont les conséquences des relations France-Afrique. La France, en tant que pays qui a eu à coloniser bon nombre d'États en Afrique, avait mis une politique qui présente maintenant ses limites. C'est clair qu'il y a les limites. Donc, c'est cette politique de la colonisation masquée, parce que les pays colonisés ont pu accéder à l'indépendance. Mais nous constatons que, contrairement au principe de l'égalité des États qui est prôné par la Charte des Nations Unies, il y a toujours des États qui se considèrent comme États supérieurs par rapport à d'autres États et imposent une sorte de dictat. C'est ce que nous avons toujours constaté et décrié dans la relation entre la France comme pays colonisateur vis-à-vis d'autres pays africains qu'elle a eu à coloniser. Alors, à un certain moment, les Africains veulent s'émanciper. Ils comprennent que la France ne les aide pas. La France ne les aide pas. Et voilà pourquoi il y a des tensions par-ci, par-là. C'est parti avec il y a le Mali, Burkina Faso, le Niger. Et aujourd'hui, le Sénégal n'emboîte pas, puisque le Sénégal, d'ailleurs, c'est un bon élève de la France. Mais ça laisse un message et ça va aller comme cela. Il faudra que la France puisse se ressaisir pour repenser sa politique. Sinon, elle est en perte de vitesse. Donc, la politique, elle a toujours appliquée vis-à-vis des États anciennes colonies françaises, présente ses limites. Il faut revoir la donne. On ne peut pas garder la même politique qui présente ses limites. Et c'est la France qui est en train de basculer. Elle est en train de basculer au jour le jour. Les gens pensaient que cette hégémonie allait s'arrêter, mais curieusement, nous constatons que c'est le contraire. De plus en plus, les pays haussent les tons et veulent cesser avec cette coopération. Et c'est la France qui en pâtit. C'est la France qui est en train de perdre. Donc, c'est la conséquence de cette politique, entre guillemets, de supériorité vis-à-vis des autres, alors qu'on devrait traiter à égalité, et qui commence à présenter ses limites. Et voilà, les enfants qui ont grandi veulent maintenant de leur liberté. Et c'est la conséquence normale de la vie humaine. Alors, il faut revoir. C'est comme un enfant qui est mineur, qui est élevé dans une famille qui est mineure, mais lorsqu'il atteint la majorité, les parents doivent savoir comment, quel type de collaboration avoir avec les enfants. Et lorsque ces enfants quittent le toit pour aller chez eux, les relations changent. Il faut adapter les relations à chaque étape de la vie. Mais on ne doit pas continuer à maintenir, alors que ces États sont devenus indépendants et souverains, continuer à les gérer ou à garder une main comme si c'était des États toujours colonisés ou des États indépendants mais déguisés. Alors voilà, la conséquence est là. À la France, nous invitons la France de revoir sa politique vis-à-vis des États africains, que la France se ressaisisse, sinon les conséquences vont aller toujours grandissantes et ça ne va pas lui profiter. Les conséquences sont énormes, les conséquences sont aujourd'hui palpables. Vous ne me direz pas le contraire. Ceux qui vivent en France, ils savent qu'est-ce qu'ils ne sont pas en train de perdre en termes de droits et avantages. Et cela est dû au fait que les pays qui pompaient les ressources à la France, là où la France allait prendre, commencent à réclamer leur souveraineté et puis se détacher. Et c'est la France qui en pâtit. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Saint-Louis, dans le Missouri, et le Texas, où nous recevons pour vous Maître Freddy Toumba Nyangwile.
De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en train d'échanger avec Maître Freddy Toumba Niangoulé depuis la ville de Saint-Louis dans le Missouri. Maître Freddy Toumba, la Belgique condamnée pour le placement forcé d'enfants métis au Congo durant la période coloniale. Maître Freddy Toumba, quelle est votre analyse par rapport à cela? Est-ce que des crimes contre l'humanité portés contre des enfants à l'époque peut être traité de cette manière? Par exemple, l'État belge va remettre 50 000 € par personne. Est-ce que ces préjudices ont une valeur, par exemple, de 50 000 €? Maître Freddy Toumba Niangoulé. Merci pour la question qui est très, très importante. Nous également, nous avons suivi cela à travers les médias, que la Belgique venait d'être condamnée suite à une action. Bon, vous savez, en fait, lorsqu'on est victime d'une situation, il y a deux choses que l'on poursuit principalement lorsque l'on décide de saisir le juge. C'est d'abord que les faits pour lesquels nous avons été victimes soient reconnus en tant que tels. C'est ça qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire, c'est ce qui soigne un peu. Lorsqu'il y a une injustice, il faille que cette injustice soit reconnue en tant que telle, qu'il y avait une injustice. Et en plus de cela, on peut passer à une seconde phase qui consiste à une réparation financière. Donc, nous pensons que si les personnes estiment qu'elles ont été prises de force et qu'elles ont été privées de cet amour parental et à telle enseigne qu'elles ne connaissent peut-être pas leur famille respective et dans les conditions dans lesquelles elles ont été élevées, elles ont subi des sévices, des actes qui sont contraires aux bonnes mœurs, à ces personnes, elles peuvent rester en justice, c'est-à-dire aller d'abord en justice pour que ces actes odieux dont elles ont été victimes soient connus, acceptés en tant que tels. C'est cela qui soulage un peu, que l'on sente, que l'on reconnaisse qu'il y avait eu injustice, que ce qui avait été fait n'aurait pas dû être fait de cette façon-là. Un enfant né a besoin de connaître sa famille, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, et d'être élevé dans un environnement. Prendre des enfants de force, et donc vous créez des victimes. L'enfant elle-même serait victime, et aussi la mère, pour ne pas parler du père dans les cas d'espèce. Et lorsqu'il décide de saisir la justice, ce que nous devons faire remarquer, lorsque l'on demande que l'acte injuste soit sanctionné, connu en tant que tel, et on estime également en termes de réparation, qu'est-ce que vous pouvez attendre. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est au niveau des avocats. Donc, lorsque vous voulez rester en justice, la première démarche, c'est qu'il faut trouver un avocat, un bon avocat qui doit comprendre les faits et savoir marier ces faits au droit pour composer une requête qui saisit les tribunaux. Et dans cette requête-là, il y a des parties. Il y a la partie où l'on demande que les faits, les actes criminels soient connus à charge des personnes qui ont en fait posé ces actes-là, mais aussi qu'il y ait une réparation. Et cette réparation est évaluée par la partie victime elle-même et soumet ça au juge. Et les juges, lorsqu'ils estiment, après avoir entendu toutes les parties, après que toute la procédure ait été menée régulièrement, va maintenant apprécier si les faits sont fondés, mais aussi si la réparation telle que postulée est justifiée. Parce que les juges ne peuvent allouer que ce qui est juste, ce qui est égal et juste. Vous comprenez? Alors, par rapport au montant, le montant est alloué, je ne sais pas, moi je n'ai pas en face de moi la requête qui a saisi le juge pour savoir si les parties elles-mêmes avaient demandé à quelle hauteur pour cette réparation. Mais qu'à cela ne tienne, lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision de justice qui a été rendue par un tribunal ou une cour,
il y a toujours des voies de recours. On peut aller en appel pour demander que la somme allouée soit revue à la hausse. C'est de la liberté des parties, en fait. Maître, nous allons suivre un élément et revenir après par rapport à ce sujet. C'est une immense joie. Le sentiment que leurs souffrances ont enfin été pleinement reconnues. Dans son arrêt, la Cour d'appel de Bruxelles reconnaît l'État belge coupable de crimes contre l'humanité pour la politique ségrégationniste menée envers les métis durant la colonisation. Nous avons crié, Même moi qui ai mal aux jambes, j'ai sauté. Ça nous dit qu'on a quand même une certaine valeur dans ce monde et que nous sommes reconnus comme quoi nous existons. C'est un très long combat. C'était un combat qui était étouffé. On n'avait pas de voix. Jusqu'à les jours où on a rencontré nos avocats. Il y a 6 ans, ces 5 sœurs d'infortune avaient décidé de poursuivre l'État belge alors que petites, elles ont vécu l'enfer. Nées au Congo d'une mère noire et d'un père colon, elles ont été enlevées à leur mère par l'État belge, qui considérait alors les métis comme une dégénérescence de la race blanche. Elles furent regroupées dans des congrégations religieuses et puis abandonnées après 1960, laissées aux mains des milices congolaises, victimes parfois de violences sexuelles. Moi, j'avais 3 ans et demi. Mais je me souviens de tout comme si c'était hier. Notre enfance a été vraiment bafouée et on va essayer. Une vie brisée, une vie complètement brisée. En 2019, l'État belge avait déjà présenté au Parlement ses excuses aux métis victimes de la colonisation. Pas suffisant pour ces 5 amis qui voulaient une reconnaissance judiciaire. C'est aujourd'hui chose faite. C'est un jugement historique que la Cour d'appel de Bruxelles vient de rendre parce que c'est la première fois en Belgique et probablement en Europe qu'une cour condamne pour crime contre l'humanité l'État colonial belge. Les enfants connaissent maintenant notre histoire et les enfants maintenant, ils vont raconter à leurs enfants, mais ils vont dire la justice belge a reconnu ça et a réparé. La Cour condamne l'État belge à verser 50 000 € d'indemnité à chaque plaignante. Sollicité ce matin, le Premier ministre n'a pas réagi à cette condamnation. Maître, est-ce que l'État congolais, par exemple, en suivant ce procès, peut initier aussi des actions contre l'État belge par rapport à la colonisation, aux effets des phases de la colonisation? Est-ce que d'autres pays africains peuvent emboîter le pas par rapport à ces affaires ou bien il faudrait nécessairement énumérer des victimes physiques ou des descendants de ces victimes pour porter plainte? Maître Freddy Toumba-Niangoulé. Ok, merci pour la question. La justice internationale, elle est différente de la justice au niveau des États. Et chaque instance est régulée par un acte juridique, comme qui dirait par une loi, par un traité selon le cas. Donc, ce qui fait que il faut savoir que l'État en tant qu'État, il y a des instances où l'État peut attraire un autre État. Vous comprenez? Et il y a des instances où les personnes clairement identifiées peuvent attraire aussi les auteurs des actes pour lesquels elles ont été victimes. Donc, c'est là un peu ce que les gens doivent comprendre, les auditeurs nos téléspectateurs doivent comprendre de la Cour pénale, de la Cour internationale de justice, qui est un des organes parmi les 6 organes, si ma mémoire ne me trahit pas, des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, en sigle l'ONU. Donc là, la Cour internationale de justice est une instance où les États peuvent attraire d'autres États, uniquement les États vis-à-vis d'autres États ou à certains égards près des organisations internationales. Mais nous avons à côté de la Cour internationale de justice, nous avons également une Cour pénale internationale qu'on appelle la CPI, donc qui est également rattachée également au Conseil toujours de sécurité des Nations Unies. Et là-bas, on peut attraire les personnes physiques.
Comprenez, on peut attraire les personnes physiques, auteurs des crimes internationaux tels que crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou comme crimes d'agression. Les 4 principaux crimes sont ceux-là. Donc, c'est là où il faut faire la part des choses. Mais ce que vous devrez noter, chaque fois que l'on se met en mouvement, où l'on veut saisir une instance judiciaire, il faut s'assurer que les faits pour lesquels vous allez saisir cette justice sont des faits avérés, sont des faits fondés et pour lesquels vous disposez des preuves irréfutables. Parce que la justice étant un couteau à double tranchant, si vous saisissez une instance judiciaire et que vous n'avez pas de preuves, les faits peuvent être vrais. Mais si vous n'avez pas eu le temps de constituer de constituer vos preuves, de réunir vos preuves que vous devrez présenter devant les juges, on finira par vous débouter. Cela ne veut pas dire lorsqu'on vous déboute, on ne vous déboute pas parce que les faits ne sont pas fondés, mais parce que quand vous saisissez les juges, c'est vous qui avez la charge de la preuve. Mais si vous ne disposez pas des éléments de preuve conséquents, les juges vont vous débouter. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que puisque vous êtes allé en justice contre soit un État, soit un individu, lorsque la justice vous déboute, cette personne peut également vous poursuivre pour une action qui a été téméraire ou une action pour laquelle vous l'avez traîné en pâture. Parce que la justice, lorsque vous poursuivez quelqu'un en justice, ça nécessite des frais. Cette personne doit chercher des avocats, doit chercher à se défendre, doit faire des mouvements, des va-et-vient, doit vivre pendant un certain temps sous un régime donné que la justice va lui imposer. Et si au finish, il s'avère que les faits ne sont pas fondés, cette personne a le plein droit de s'attaquer à vous pour demander réparation au motif que vous avez initié une action contre la personne ou contre l'État sans élément de preuve. Donc tout ce que nous pouvons dire en résumé, c'est qu'il y a des instances où les États peuvent attraire d'autres États, ça existe. Nous avons parlé de la Cour internationale de justice qui est parmi les 6 organes de l'ONU. Et de l'autre côté, nous avons également parlé de la justice pénale internationale où les individus clairement identifiés, soit solo, c'est-à-dire un seul individu, soit en groupe, in globo, peuvent attraire un auteur clairement identifié et qui doit répondre des crimes internationaux qui sont à sa charge. Et les instances doivent examiner les questions et rendre leurs décisions. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre l'État du Missouri dans la ville de Saint-Louis et l'État du Texas à Dallas où nous recevons pour vous Maître Freddy Toumba Nyangwile.
De retour sur ce plateau numérique, nous prenons la dernière ligne droite de ces échanges, notre dernier point. Maître Freddy Toumba Niangoulé, nous avons suivi le président de l'ELCD, Martin Fayoulou, sur une chaîne internationale, dire que modifier la Constitution pour le président Félix Tshisekedi, c'est nécessairement rallonger son mandat au pouvoir. Mais en quoi le changement de cette Constitution va diviser le pays? Lui affirme que la Constitution a été rédigée à l'étranger, qu'il fallait refaire une Constitution congolaise en bonne et due forme. En quoi le texte en question on vous a dit on vous a dit que la Constitution a été rédigée au Congo par les Congolais. Le changement des constitutions n'est pas prévu par la Constitution. La Constitution prévoit sa révision. C'est tout à fait normal. Mais lui, il veut changer la Constitution simplement pour demeurer au pouvoir, mais demeurer au pouvoir pour une partie du Congo parce que Tshisekedi a vendu les Congos à M. Kagame. Justement, Félix Tshisekedi, lui, se défend en disant qu'il n'a pas du tout l'intention de rester au pouvoir. Pourquoi ne pas lui accorder le bénéfice du doute? Mais qu'est-ce qui va changer? Le problème, est-ce que Tshisekedi a dit ce qu'il va changer dans la Constitution, ou en tout cas ce qu'il peut réviser dans la Constitution? La Constitution est révisable. C'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est opportun de se pencher sur une révision constitutionnelle, ou ce qui est important, c'est de voir comment recouvrer les territoires congolais? Il y a plus de 120 localités qui sont entre les mains du Rwanda aujourd'hui. Est-ce que l'on peut lier cela en disant que si l'on change quelques dispositions de la Constitution, ça ouvre la porte à un rallonge de mandat du président au pouvoir? Bon, ça, je vais être direct avec nos téléspectateurs. Je pense que c'est mettre la charrue devant le bœuf. Il faut d'abord se poser la question, est-ce que notre Constitution est-elle révisable, oui ou non? Je vous répondrai rapidement par oui. On peut la réviser parce que les conditions de révision sont prévues dans cette même Constitution. Et cette Constitution du 18 février 2006 a déjà fait l'objet d'une révision le 20 janvier 2011. Donc, nous ne sommes pas à une première révision, s'il faut parler ainsi. Mais la révision ne se fait pas seulement pour besoin de réviser, ou ne se fait pas de manière voilée ou cachée, ou dans, je sais pas, dans une cache. Non, la révision, il y a des instances habilitées. D'abord, les personnes qui sont autorisées à initier la révision sont connues. Il y a le président de la République, il y a le gouvernement, il y a les parlements à travers la Chambre haute, le Sénat, la Chambre basse, l'Assemblée nationale. Tout comme le peuple, 100 000 mis ensemble peuvent signer une pétition pour demander qu'une constitution soit révisée. Alors de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Bon, si nous passons de l'autre côté, maintenant les matières révisables sont également prévues dans la Constitution. Alors, il faut laisser que cette personne qui veut initier cette révision, d'abord, prenne cette décision, parce que nous ne sommes pas encore à la phase de décision, nous sommes à la phase d'une projection. Donc, si le président a eu le courage de projeter cela, alors il faut l'attendre au mot, c'est-à-dire l'attendre par des actes. Il faudra qu'à un certain moment, l'on sache quelles sont les matières qui doivent faire l'objet d'une révision. Et ces matières-là ne sont pas voilées parce que la révision passe par le Parlement. Il y aura des plénières. Donc la liste des matières sera communiquée et tout le monde sera au courant. Et lorsque vous voulez marier ça, réviser une constitution, veut dire prolonger le mandat, ça moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce que l'on veut dire par là. Lorsque le président Kabila a révisé la constitution en 2011, c'était au mois de janvier, mais il y avait les élections en 2011. Cela n'avait eu aucune incidence. Il n'avait pas pour autant prolongé en même temps le mandat. Il y a eu des élections en décembre 2011, comme toujours. Alors, il ne faut pas prendre le peuple comme s'ils étaient des moutons de panurge pour essayer un peu de faire gober n'importe quoi. Il faut, même si le président veut briguer, je ne sais pas, mais il faut l'attendre au moment opportun. Si cette révision-ci, je ne sais pas si effectivement il va l'initier, il va prendre une décision, parce que jusqu'à là, il n'a pas encore initié. Il n'est qu'au niveau des projections, il a fait addition. Mais qu'on les laisse arriver jusqu'au moment où il va mettre la commission comme il a promis, et qu'il y aura, cette décision sera prise officiellement, et nous comprendrons les matières s'il y a là-dedans
la matière ayant trait à la prolongation de mandat et qui, dans cette constitution-là, est une disposition verrouillée, c'est-à-dire la prolongation des mandats au-delà des dés est une matière verrouillée dans la Constitution. Si s'avère que cela est cité, là on va décrier. Là on peut au moins dire qu'on a attrapé le volet par la main. Mais jusque-là, dire que réviser, ça veut dire prolonger le mandat, en tout cas moi je ne comprends pas, c'est illogique. C'est même un mensonge pour dire que cela. Donc, je ne pense pas qu'on peut réviser la Constitution sans pour autant bouger le mandat, le nombre de mandats, parce que le nombre de mandats faisant partie des dispositions verrouillées, je ne le vois pas. Et surtout que, clairement, on n'en est pas encore arrivé. Et même si on y arrivera, il faut que l'on attrape le voleur par la main. Ça serait une très bonne chose. Voilà. Et il a voulu réviser, et voilà, dans la révision, il a visé telle disposition qui est verrouillée, c'est qu'il y a des intentions cachées derrière, et voilà, il faut faire face à cela, il faut refuser cela, et avoir le peuple avec lui pour mettre fin. Maître Freddy Toumba Nyangwile, un grand merci. Nous savons que vous courez derrière le temps. Un dernier mot pour mettre un terme à ce numéro. Je peux tout simplement vous dire merci pour le travail que vous faites. C'est un travail de vulgarisation, un travail des médias. Et aujourd'hui, les médias, loin d'être le quatrième pouvoir, les médias, moi j'ai comme l'impression que les médias passent pour influence sensiblement tous les autres pouvoirs. Donc, vous faites un travail de sensibilisation, d'information. Nous vous remercions et nous vous remercions aussi pour les thématiques que vous choisissez et qui permettent à ceux qui nous suivent de comprendre comment les choses évoluent et puis d'émettre aussi leur point de vue. Ce sont des débats, des questions, ce sont des débats qui sont des sujets, des thématiques qui sont ouverts au débat et chacun de nous peut apporter sa contribution pourvu que nous avancions dans le bon sens et que nous puissions avoir une jeunesse responsable, bien formée et à même de bien gérer les choses au moment opportun. Maître Freddy Toumba, un grand merci. C'est nous qui vous remercions, monsieur Saint-Fokatende. De partout où vous nous avez suivis, nous étions en connexion entre l'État du Missouri dans la ville de Saint-Louis où nous avons reçu pour vous Maître Freddy Toumba Nyangwile. La grande thématique était le respect des normes et des accords, et cela à travers 4 grands sujets que nous avons échangés. De partout où vous avez suivi, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.